Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire avec notre question du jour. Quelle sortie de crise pour l'école? Alors qu'une réunion est prévue ce mardi entre les syndicats et les ministères de la Santé et de l'Éducation, nous débattrons avec notre invité de la meilleure solution possible. En deuxième partie de l'émission, on vous parlera de l'association Télémac qui vient en aide aux jeunes de milieux modestes grâce à un système de double mentorat. Son président ainsi qu'un jeune et son mentor seront avec nous en plateau. Et puis, saviez-vous qu'avant, les jeunes filles prenaient des cours pour apprendre à devenir de bonnes épouses? Si, vous avez bien entendu. Heureusement, ça a changé depuis. Et c'est Loïc Landreau qui vous racontera tout, comme chaque lundi. Et tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité avec l'actu en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors Jean-Michel Blanquer reconnaît que depuis la réforme du bac, les maths sous forme de spécialité posent un réel problème. Pour rappel, les enseignants s'inquiètent de la baisse du nombre de jeunes qui suivent cette matière, en particulier chez les filles. Invité dimanche sur CNews, le ministre de l'Éducation nationale a pour la première fois ouvert la voie à l'ajout des mathématiques dans le tronc commun de la classe de première et terminale pour que, je cite, l'ensemble des élèves aient davantage de culture mathématique. Dans l'actualité également, les capteurs de CO2 sont-ils efficaces pour lutter contre le Covid-19 dans les classes? Alors que le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats se réunissent ce mardi pour échanger sur un possible allègement du protocole sanitaire, un sujet fait régulièrement débat. Faut-il installer des capteurs de CO2 dans les classes? Frédéric est directrice d'une école maternelle. Dans l'Eure, elle expliquait sur France Info que ce petit appareil lui avait fait totalement changer ses habitudes. Ah oui, complètement. Alors que je pensais bien aérer ma classe, que ça montait jamais en CO2, en fait, très rapidement, on arrive à ce que le détecteur soit dans le rouge. Et donc, ça a complètement changé notre manière de voir et d'aérer la classe avec le froid qu'il fait. Il y a des moments où on est obligé de tomber à 14 degrés. Alors, des fois, ils me disent, la maîtresse, j'ai froid. Oui, bon, on va refermer. À noter tout de même que le capteur de CO2 permet simplement de mesurer la présence de dioxyde de carbone dans l'air et donc la nécessité d'aérer davantage les pièces. Voilà, tout simplement. Nous sommes à moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle et selon un sondage, l'étudiant Harris Interactive, les jeunes ont déjà une opinion très tranchée sur le sujet. Oui, alors les jeunes ont-ils l'intention de se mobiliser davantage qu'en 2017 ? Il est bien sûr trop tôt pour se prononcer. Pour rappel, 34% des 18-24 ans ne s'étaient pas déplacés au second tour il y a 5 ans, un record. Quoi qu'il en soit, quand il s'agit de partager leur intérêt pour un candidat ou une candidate, ils répondent volontiers. Et selon ce sondage, c'est d'Emmanuel Macron que les 16-25 ans se sentent le plus proches. 19% d'entre eux désignent le président sortant, suivi de près par Jean-Luc Mélenchon, 16%, et Marine Le Pen, 13%. À gauche, on note un léger effet Taubira pour près de 7% des jeunes interrogés. Anne Hidalgo et Valérie Pécresse sont ex-aequo avec seulement 3%. Emmanuel Macron qui ne s'est toujours pas déclaré candidat, je le répète. Valérie Pécresse, justement, qui a détaillé ce week-end ses propositions pour l'éducation. Ce samedi, à Paris, Valérie Pécresse avait convié une centaine de parents d'élèves, enseignants et chefs d'établissement afin de présenter son programme pour l'école. Elle en appelle, je cite, à un sursaut national pour l'école pour relever le niveau. La candidate des Républicains veut des établissements scolaires autonomes. 5 à 10% d'entre eux le seraient, même à 100%. Les lycées professionnels seraient confiés aux régions et les mathématiques reviendraient en force dans le cursus des futurs bacheliers. On termine avec une association pour les parents qui éprouvent des difficultés avec leurs enfants. L'association Les Pâtes au beurre propose dans plusieurs villes de France des lieux d'accueil gratuits. Les parents peuvent y venir seuls ou avec leurs enfants. Les discussions avec les professionnels de l'association et les autres parents d'élèves s'engagent dans une cuisine, un cadre convivial, selon Blanche Frémont-Marinopoulos, qui a créé Les Pâtes au beurre il y a 20 ans déjà. Elle était interrogée par nos confrères de France Inter. Cet accueil-là dans notre cuisine, c'est un lieu où les familles se rassemblent. Chaque famille va arriver quand elle veut sur la permanence de 2 heures. Souvent, c'est ça qui est intéressant dans cet espace-là, c'est que ce qui est en train de se dire, ça va peut-être faire écho à l'autre famille qui est en train d'arriver. Dire, bah oui, nous aussi, on rencontre ça, nous aussi, on vit ça. C'est en ça où c'est un lieu qui vit, un lieu solidaire, un lieu où on se rencontre, parce que les parents vont se rendre compte que c'est des choses qui sont traversées par tous à certains moments et que nous, professionnels de la santé psychique, on va venir avec nos compétences un petit
petit peu mettre du sens sur tout ça. Merci Mickaël pour cette actu. Comment envisager une sortie de crise à l'école? Le gouvernement réfléchit actuellement à alléger le protocole sanitaire en vigueur. Dans quel état d'esprit sont les profs et les directeurs d'établissement? Peuvent-ils espérer un dialogue constructif avec leur ministre de tutelle après un mois de janvier très compliqué? On en débat tout de suite avec notre invité. Et pour justement en débattre, j'accueille Olivier Beaufrère sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes proviseur au lycée Joseph Stalma à Brunoy, dans le 91, près de Paris, et également secrétaire national du SNPDEN-UNSA, qui est le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Tout à fait. Alors, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran réfléchissent à un allègement du protocole sanitaire à l'école. Demain, mardi, une réunion a lieu avec les organisations syndicales. Est-ce qu'on a bon espoir de penser que cette fois-ci, ça y est enfin, les annonces seront faites en bonne et due forme? Parce que j'imagine que pour vous, en tant que directeur d'établissement, l'annonce faite à la rentrée, juste après la séquence Ibiza et Noël et le jour de l'an, comme ça n'a pas dû passer vraiment très bien. On dira que c'est d'histoire ancienne. On est déjà en train de travailler peut-être sur la suite et sur l'avenir. Je pense que dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, tout le monde a vraiment envie de passer à autre chose. Seulement, pour passer à autre chose, il faut effectivement qu'on puisse avoir le feu vert, il faut qu'on ait les conditions sanitaires. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est que, par exemple, on retire les masques trop tôt, qu'on soit un petit peu dans cette démarche. Donc, on reste encore prudent, mais prêt à réagir. Vous êtes prudent dans le sens où vous discutez, j'imagine, avec beaucoup de médecins autour de vous, le ministère, bien entendu. Et on vous dit, on est inquiet sur les masques parce qu'à l'extérieur, à l'intérieur, sur le sport, par exemple, aussi en intérieur, il y a de vraies questions qui se posent. Qu'en est-il ? Il y a toujours des vraies questions. Il y a les questions de l'EPS, il y a les questions de la cantine, la restauration scolaire du midi, qui reste peut-être encore le moment où finalement tout le monde retire son masque, tout le monde peut être en contact. Mais enfin, attendez, comment on pourrait faire autrement? C'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer tous les enfants chez eux. On a connu l'année dernière des demi-jauges, des cantines allégées, des espaces, chose que quand on fonctionne en effectif complet, c'est beaucoup plus difficile de réaliser, de faire. Donc vous y repensez en ce moment à cela? On n'y repense pas, mais on sait qu'on l'a quitté. Donc on est assez prudent pour se dire, faut-il retirer le masque tout de suite? Il faut qu'on soit extrêmement prudent, il faut qu'on fasse vraiment, je pense, encore attention. Donc on attend effectivement les annonces des médecins et des spécialistes. Alors justement, par rapport au masque, je voudrais revenir, parce que vous, en tant que directeur d'établissement, vous êtes également papa? Tout à fait, Voilà. de grands enfants. De grands enfants, certes, mais vous vous posez la question aussi. En quoi le masque est-ce embêtant à l'école? Est-ce que ça gêne l'apprentissage? Alors, le masque à l'école, les adultes, les enseignants, les personnes qui enseignent finalement, qui parlent, c'est vrai, on s'habitue, mais ça reste quand même assez, je dirais, gênant. On peut encore être essoufflé, on n'entend pas forcément. Pour tous les apprentissages, qui sont des apprentissages assez simples, je suis aujourd'hui proviseur, mais voici quelques années, j'étais instituteur. Effectivement, pour tous les apprentissages de lecture, pour tous les sons, pour les langues vivantes, par exemple, c'est vrai que le port du masque est quand même assez difficile. Donc, si on pouvait... Pour l'articulation, pour la prononciation. Pour la vue également. Voilà, donc ça reste assez problématique, tout à fait. Donc on peut imaginer que les enfants qui sont à l'école cette année et l'année dernière puissent rencontrer les prochaines années des difficultés, des retards? Disons qu'on essaye de compenser, on essaye de mettre en place des temps supplémentaires. Si vous essayez de compenser, c'est que vous imaginez déjà qu'il y a un retard. Alors, pas forcément. On peut se dire qu'il y a peut-être besoin de plus de temps pour apprendre. Il y a peut-être besoin à certains moments de reprendre, de répéter, de reprononcer par exemple autrement. Il n'est pas rare, même si on doit toujours garder le masque, que certains enseignants de langue vivante, par exemple, baissent le masque à un moment donné pour pouvoir donner finalement la bonne information. Alors, si je reviens juste par rapport aux annonces qui vont être faites, on l'imagine demain, puisqu'ils se réunissent donc demain, vous parlez de dialogue, le dialogue qui s'est reconstruit, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, oui, enfin on va dire les choses. C'est vrai qu'on a eu un sentiment de, pas d'abandon, j'aime pas ce terme, mais un petit peu de désarroi. C'est-à-dire qu'il a fallu construire très très vite le 2 janvier, alors que nous on questionnait déjà aux alentours du 22-23 décembre. Donc là, vous saluez l'effort qui est fait aujourd'hui pour qu'ils se réunissent, pour que justement tout soit fait. Nous sommes associés syndicalement effectivement à cet effort. L'idée aussi, a priori, ça serait de sortir progressivement en fonction des retours des zones de vacances. Donc ça, je trouve que ça peut être aussi une bonne idée parce que ça peut aussi permettre, par exemple, de tester, d'anticiper.
de voir comment on peut réagir. Donc nous, on est très en attente, on est sur la dernière zone de vacances, donc on est très en attente parce que finalement, nous, quand on va partir, il y aura déjà les annonces de la zone A qui reviendra, elle. Donc ça va nous permettre d'anticiper. Et concernant ces discussions qui se jouent donc ce mardi entre le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats, qu'on comprenne bien votre position à vous. Vous êtes pour ou contre finalement un allègement? Parce qu'on vous entend parler effectivement du risque de retirer le masque trop tôt, mais à côté de ça, on comprend bien que c'est finalement très handicapant pour les élèves, pour l'apprentissage. Vous nous parlez aussi de la possibilité d'étaler cet allègement sur les rentrées scolaires des différentes zones. Votre position à vous? Notre position, c'est qu'on ne voudrait pas retirer le masque pour le remettre dans un mois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui serait extrêmement compliqué à entendre. Ça fait pratiquement 3 années scolaires que nous sommes vraiment dans cette crise. Hein. On a pour habitude de dire qu'il y a certains élèves, on n'a jamais vraiment vu leur visage sans masque. Donc on a cette envie, mais on reste extrêmement prudent. On ne voudrait pas qu'on sorte de crise trop rapidement pour ou revenir en arrière ou se retrouver avec des situations d'attente. Donc voilà, on faudrait vraiment y aller franchement, mais quand on va pouvoir y aller. Est-ce que vous avez fait grève, vous, en tant que directeur des écoles, en tant que proviseur? Moi, je suis représentant syndical national du syndicat SNPDN-UNSA, donc effectivement, j'étais ce Vous y étiez? gréviste. Ça a servi à quelque chose, honnêtement, aujourd'hui, avec le recul? Je pense que ça a permis que nous soyons effectivement assez rapidement tous entendus et que nous puissions finalement reconstruire d'une autre manière. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professeurs et tout le personnel éducatif autour de vous? Au niveau de la crise sanitaire? Oui. Au niveau de la crise sanitaire. C'est vrai qu'il y a plein d'autres sujets, mais voilà, celui-ci en particulier. On est vraiment sur ce sujet ce soir. Au niveau de la crise sanitaire, je pense que voilà, tout le monde a vraiment envie de, alors non pas tourner la page, mais de peut-être passer à autre chose et de revenir à l'école telle que nous l'avons connue voilà 3 ans. Enfin, ça reste quand même notre cœur de métier. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, qui, je l'ai dit, ça a duré 3 années scolaires, c'est quelque chose qui nous a vraiment impacté et je pense qu'on a besoin de revenir à un fonctionnement. Alors ça ne sera jamais un fonctionnement comme avant, mais un fonctionnement qui soit un fonctionnement le plus normal possible. Là, on parle vraiment du point de vue sanitaire, là. Tout à fait. Parce qu'il y avait d'autres problèmes à l'école et on va en parler juste après. Problème sanitaire, parce que tout à fait, il faut qu'on soit... il faut qu'on puisse revenir à un fonctionnement habituel. Je pense que les gestes barrières resteront d'une manière ou d'une autre, mais qu'on revienne peut-être à des occupations de locaux plus faciles, plus aisées, qu'on puisse peut-être commencer à retirer le masque dans les cours de récréation, puis progressivement peut-être effectivement dans les salles de classe, quand ça sera possible, pas trop rapidement possible, et puis peut-être que les adultes puissent aussi le retirer. Parce que je le dis quand même aujourd'hui, Philippe Juvin l'a dit encore ce week-end, il y a un mort toutes les 5 minutes du Covid. Donc la question se pose encore. Mais la question se pose encore. On parle des masques, mais il y a aussi les tests à l'école. Alors, étant maman, Mickaël et papa, vous êtes papa de certains grands-enfants, on l'a tous vécu, on n'en peut plus. Le J0, J2, J4. Non mais... Alors, ça veut dire que là, il y en avait 3, maintenant il y en a 2. Et puis, est-ce que c'est réaliste comme situation? Parce qu'on a vu plein de fausses attestations, avec des faux tests à la maison, ou alors tout simplement des tests mal faits. Est-ce qu'on peut préserver véritablement les enfants? Enfin, est-ce que c'est réaliste tout ça? On a commencé à avoir dans le mois de décembre déjà alors non pas des contaminations, mais des cas qui devenaient relativement importants. Dans les différents protocoles qu'on a pu connaître, moi, je ne les compte plus. Je sais que certains de mes collègues les comptent encore. Moi, je ne les compte plus personnellement. C'est dire quand même. Hein. Non, mais il y a un moment, je pense qu'on s'arrête effectivement de compter. C'est vrai que dans les protocoles, on a eu au tout début janvier un process qui s'est vraiment durci. Alors, je pense qu'il fallait peut-être durcir. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas avoir d'analyse médicale. Mais je pense qu'il fallait que le process se durcisse tout simplement parce qu'on arrivait quand même dans un moment où, effectivement, le nombre de décès, le nombre de contaminations était quand même extrêmement important. Il fallait trouver un système. Le système qui a été mis en place a eu pour effet de vider assez rapidement les établissements et de remplir effectivement les files d'attente des tests, des pharmacies, etc. Voilà. Difficile pour des jeunes enfants, je pense, d'avoir des tests J0, J2, J4, pour les jeunes enfants, pour les enfants en général, pour les parents, pour les professeurs, pour les directeurs d'établissement. Je le vois, moi, à l'école de mes enfants. Je veux dire, c'est quand même une armée de gens qui, en plus, se déploient pour pouvoir faire des files, récupérer les attestations, etc. Enfin, c'est quand même problématique. On ne pas dire un vrai bordel, pardon du mot, mais... On n'oubliera pas que les directeurs d'école aussi sont relativement seuls. Nous représentons les principaux et les proviseurs. Donc, c'est vrai que nous, on a des équipes techniques, des équipes administratives autour de nous.
C'est pas forcément le cas dans les écoles. Donc c'est vrai que ça a été une vraie charge de travail pour les directeurs d'école. Vous vous parlez entre vous, justement, les directeurs d'établissement, privés et publics? Ah oui, tout à fait. On parle avec tout le monde. Alors, je ne vais pas vanter notre syndicat, notre fédération UNSA, mais nous représentons tous les métiers de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui Donc, ressort en priorité? C'est le dialogue? Au niveau de, vous voulez dire De cette crise de manière de la générale, crise. et puis des conflits que l'on rencontre effectivement dans l'éducation. Dialogue, lassitude, usure. Je pense que vraiment, là, il y a eu une vraie lassitude. Il faut quand même se rendre compte qu'en 3 ans, on a pratiquement géré 8-9 crises complètement différentes, et avec à chaque fois des process différents. C'est-à-dire qu'on se disait, ça y est, on a réussi à faire, on est entièrement confiné, on est à mi-jauge, on fonctionne autrement, et on trouve toujours quelque chose de neuf. Donc c'est vrai que l'adaptabilité, je pense que c'est vraiment le maître mot. Le maître mot, oui, parce que vous dites on est las, mais pourtant je vous sens positif, Toujours. et je vous sens vaillant et combattant. Donc c'est ça, c'est l'adaptabilité, comme vous dites. Vous savez, je crois que dans l'éducation nationale, il faut vraiment... Enfin, je crois que les gens aiment ce métier. Donc s'ils aiment ce métier, ils restent, c'est très clair, et ils le font. Parfois dans des conditions compliquées, mais je pense qu'on a envie d'aller vers autre chose. Je vous l'ai dit, nous, si on peut retrouver nos élèves avec leur sourire, ça serait pour nous extrêmement important. Les profs aiment encore leur métier aujourd'hui? Je pense, je vous assure. Oui, c'est ça, ce sont des vraies convictions. Après, on peut avoir effectivement des enseignants qui abandonnent, qui sont fatigués, qui partent vers autre chose. On a aussi des gens qui viennent du monde de l'entreprise pour faire de secondes carrières. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça brasse, mais on trouve toujours des passionnés, rassurez-vous. Alors, on a constaté, enfin je l'ai lu un peu partout, une baisse du niveau scolaire depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Une baisse du niveau scolaire. Hein, c'est tellement large comme phrase. Ça veut tout et rien dire, c'est ça? On a des programmes qui évoluent, on a d'autres sollicitations. L'école est aussi devenue aujourd'hui pilote énormément d'actions qu'on ne faisait pas précédemment. On va être sur la prévention routière, on va être sur le harcèlement, je pourrais vous donner des exemples. Je ne l'ai pas forcément comme ça à l'esprit, mais on est toujours sollicité sur énormément d'actions, énormément de projets, énormément de causes, en permanence. Donc c'est vrai que peut-être qu'à certains moments, on a, non pas oublié, mais on a peut-être parfois un petit peu moins de temps. Puis on a eu quelques réformes qui ont peut-être réorienté finalement les volumes d'apprentissage, les temps d'apprentissage, les programmes également. Valérie Pécresse, qui présentait son programme ce week-end aux enseignants et aux parents d'élèves, a dit qu'il fallait relever le niveau. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'il faut peut-être se remettre au travail suite aux conditions sanitaires que nous avons connues, et puis peut-être repartir sur effectivement un cœur de métier, un cœur d'école qui soit, je dirais... Je ne sais pas si je cautionne finalement ce terme. J'ai envie de dire, il faut peut-être qu'on reprenne ce qu'on faisait avant la crise sanitaire et qu'on se remette peut-être vraiment à... Mais parce que c'était parfait avant? Attendez, dites-moi, le niveau scolaire était parfait il y a 3 ans? Non, je ne dis pas que le niveau scolaire était parfait, mais c'est vrai qu'on est toujours sur ces enquêtes. On est aussi sur des élèves qui réussissent, des élèves qui sont à l'aise à l'école. Je veux dire, après, on a effectivement peut-être des élèves qui sont en difficulté, mais on a aussi bon nombre de moyens pour les accompagner. On a eu aussi des heures qui ont été données. Je vais prendre un exemple. Là, on a encore un plan mathématique avec effectivement des heures qui sont possibles, qu'on n'avait pas forcément anticipées au début d'année, pour pouvoir renforcer, moi, par exemple, sur mes élèves de seconde. Donc je pense qu'on a aussi des possibilités, des opportunités. Quand on voit qu'effectivement la spécialité maths suite voilà, à la comment on dit à la réforme du bac, voilà, pardon, a été effectivement un peu délaissée, notamment par les filles, ce que je trouve ça assez étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il faut remettre les maths au centre pas forcément de remettre les maths. l'éducation? Vous savez, je pense que voici quelques années, on avait guère plus d'élèves qui allaient finalement sur ces maths experts qui se destinaient véritablement à des métiers scientifiques. Hein. De mémoire, il me semble qu'il fallait qu'on ait à peu près 20% d'élèves scientifiques qui poursuivent vraiment dans ce contexte. Mmh. Aujourd'hui, avec la réforme, on a peut-être moins de maths à certains moments, mais globalement, on a encore possibilité de faire un système de tronc commun au niveau de la classe de seconde, par exemple. Et puis après, effectivement, de choisir d'autres spécialités. Donc la réforme a été construite d'une manière. Je pense que cette réforme du baccalauréat, il faut peut-être aussi lui laisser un tout petit peu de temps, parce qu'on n'a jamais pu encore la piloter véritablement à fond, de par toutes les interruptions. À cause de la pandémie. À cause de la crise sanitaire. Évidemment. Allonger le temps scolaire de 4 semaines, à l'instar de beaucoup de pays européens, qui en fait ont a priori à peu près 22 jours de plus d'école par an. Qu'est-ce que vous en pensez? De mémoire, je pense qu'ils ont un volume
horaire, hebdomadaire, journalier, moins important. Donc il faudrait peut-être construire autrement, effectivement. Vous savez, ça fait très très longtemps qu'on parle des aménagements et du temps scolaire. Ouais. Après, il faut aussi qu'on ait les capacités pour développer d'autres activités, qui soient culturelles, qui soient sportives, qui soient écologiques, qui soient de tout ça. C'est pas déjà le cas aujourd'hui? Si, mais c'est globalisé sur l'ensemble de la journée. Alors que si on ramenait effectivement, si on met 4 semaines de plus sur l'année, ça ne sera pas forcément du temps en plus, ça sera du temps qui serait peut-être réparti autrement. Réparti autrement, ça veut dire qu'en fait, peut-être des journées plus courtes, parce qu'elles sont courtes. très très longues pour les enfants, et donc plus de sport, plus d'ateliers, plus d'évasion vers la culture ou d'autres. Avec peut-être des collectivités territoriales qui seraient amenées à prendre en charge ces moments-là. Donc il faut après... Je vois l'œil qui pétille, ça veut dire quoi? Non, C'est une demande? Non, Vous avez non, une non, caméra non, en face de vous? Non, mais je vois votre caméra. Non, mais non, on est plutôt effectivement après sur un partage un peu des tâches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus augmenter considérablement les missions des enseignants. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a le présentiel devant élèves, et il y a quand même un énorme temps de travail, une énorme sollicitation, du temps effectivement pour rencontrer les familles, rencontrer les partenaires, rencontrer du personnel médical qui accompagne certains élèves. Enfin, je veux dire, on est quand même extrêmement sollicité. Aujourd'hui, en tant que directeur d'établissement, proviseur, et aussi effectivement en tant que secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous voyez de véritablement important pour l'école de demain? Mais pas demain dans 10 ans. Hein, pas dans 10 ans, dit Beaufrère, vraiment demain. Qu'est-ce qui pourrait faire que tout d'un coup, la scolarité puisse changer de manière effective et que ce soit une transformation qui soit possible, plausible dans le sens de l'efficience? Alors déjà, il faut de la stabilité. Ça me semble être important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de toujours changer, de toujours remettre en cause. Il faut qu'on puisse le temps et de construire et de mettre en place, de tester, de revenir parfois en arrière en se disant, oui, tout à l'heure on parlait par exemple de la réforme du bac. Peut-être qu'on a des points sur lesquels il faut retravailler, mais il faut peut-être partir aussi du constat en se disant finalement ce qui a été mis en place, il y a des points positifs, il y a des bonnes entrées, là on a besoin de plus de temps. On parle très peu du collège parce que la réforme du collège existe maintenant depuis plusieurs années. Donc elle a eu le temps de se mettre en place. Alors elle a eu le temps de se mettre en place, il faut peut-être qu'on évalue aussi la manière dont elle s'est mise en place et peut-être que des moyens qui ont été donnés au départ ont été oubliés. Donc il faut peut-être aussi qu'on redonne les moyens d'une manière, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus de moyens, mais peut-être que des moyens qui avaient été donnés au départ ont par exemple été oubliés. Par exemple, au collège, il y a un dispositif qui s'appelle Devoir fait. Oui. C'est un dispositif qui est, je trouve, très bien conçu parce que ça peut permettre effectivement de travailler avec des élèves qu'on ne voit pas forcément habituellement, de laisser du temps. Souvent, Devoir fait devient peut-être parfois dans certains budgets une variable d'ajustement. Et ça peut être dommageable. C'est-à-dire que par exemple, en début d'année, on ne nous donne pas forcément immédiatement les heures pour mettre en place le dispositif. On nous les donne après, mais souvent c'est lancé. On a des dispositifs en réseau d'éducation prioritaire, en cité éducative, où effectivement il y a des heures et on a aussi une forme, non pas, alors j'aime pas le terme d'autonomie, mais une forme de possibilité de construire en fonction des besoins. Mais alors, à la fois vous dites qu'effectivement, il faut que les mesures mises en place, comme la réforme du bac, on leur laisse le temps de s'installer, et en même temps, il y a beaucoup de mesures qui sont proposées aujourd'hui par les différents candidats à la présidentielle, et puis après leurs ministres qui seront donc nommés. Par exemple, l'examen d'entrée en 6e, ou même d'autres proposent un examen au CM1 pour voir si en CM2, il faut consolider les bases pour pouvoir avoir une entrée en 6e qui soit meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ou alors, est-ce qu'il faut rester dans le statu quo et déjà essayer de se calmer avec toute la situation qu'il y a avec cette pandémie? Aujourd'hui, on a à différents moments des tests. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des tests. Il y a les tests internationaux, mais il y a également des tests de niveau qui permettent... Alors oui, pas les tests, attention, hein, pas de confusion, pas de test Covid, là on parle d'autre chose, on bien parle de tests de d'accord. niveau. Vous avez Oui. raison, c'est vrai qu'on a beaucoup testé dans l'autre sens. Ouais. Non, on a effectivement des tests qui sont prévus dans différents moments clés, que ce soit finalement à l'école primaire, au collège ou au lycée. Oui. Et ces tests permettent après de mettre en place effectivement des accompagnements pédagogiques, de mettre en place des formes de, alors on va dire, de renforcement, de facilitation. Ça a déjà le mérite d'exister. Après, notre système scolaire est construit avec le collège unique. Donc le collège unique, au moment où nous parlons, effectivement... Pour l'instant. Le collège unique, c'est au moment où nous parlons, ce qui est en place, et on est en train de construire la rentrée prochaine, qui est la rentrée 2022, et pour l'instant, on construit vraiment sur des moyens qui sont ce type de moyens. Oui, sauf que les présidentielles arrivent. Enfin, on ne peut pas non plus passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup qui proposent la fin du collège unique. Mais, donc comment on fait? Alors là, il faut savoir que l'entrée scolaire, c'est pratiquement la mise en œuvre d'une entrée scolaire, c'est quasiment un an avant. C'est-à-dire qu'il y a de la gestion de moyens, il y a effectivement des heures, il y a des postes de professeurs, des heures d'enseignement. Donc inverser très très rapidement la vapeur,
c'est techniquement compliqué. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que directeur d'établissement, ainsi que tous vos collègues, si je puis dire, si jamais, à l'issue de ces présidentielles, il y a une proposition qui va être réglementée sur la fin du collège unique, elle ne sera mise en place qu'un an plus tard. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé pendant un an avec tous les professeurs sur cette idée de collège unique pour finalement arriver au bout d'une année de scolarité, en juin 2023, Alors, écoutez, avec la fin du collège unique. Il faut... Alors, c'est absurde ou pas? Non, au moment où nous parlons, on travaille sur des bases de programme, des bases de construction, des bases de volume horaire, des bases d'action qui sont effectivement les bases habituelles. Donc, si on en arrivait effectivement à faire ce type de changement, il faudrait effectivement qu'on travaille dans un délai très court, mais actuellement, vous voyez, juste avant de venir, là, j'étais en train de finaliser les moyens de la rentrée prochaine avec les créations, les suppressions de postes qui vont induire effectivement le mouvement des enseignants, qui vont induire après les places au concours. Donc, ça reste quand même une très grosse logistique. 800 000 enseignants, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même une très très grosse machine. Pas évident. Si maintenant on nous dit de mettre en place un système de collège unique, ben nous, vous savez, on mettra en place un système de collège unique. C'est bien, vous êtes appliqué. C'est scolaire. Olivier Beaufrère, juste dernière question, parce que c'est votre parcours qui m'intéresse aussi. C'est très important d'avoir pour vous, dans la vie publique, politique et autres, ce double rôle, c'est-à-dire un rôle à la fois effectivement de directeur d'établissement, et donc évidemment de papa, mais aussi directeur d'établissement, et donc au contact des familles, des professeurs et des élèves en permanence, et aussi ce rôle de syndiqué, si je puis dire, et donc de vie publique. Alors écoutez, c'est passionnant. Pour nous, représentants de SCPDN UNSA, nous sommes tous principaux proviseurs. Nous pilotons intégralement un établissement scolaire. Et en plus, nous avons effectivement ces missions de représentation. Alors, on n'est pas seulement sur des médias, on analyse parfois des textes passionnants, ça je vous laisse imaginer. On peut être aussi parfois audité, auditionné, on participe à toutes sortes d'instances et de structures au niveau du ministère. C'est très important parce qu'on porte surtout la parole, je dirais, de l'ensemble de nos collègues. Et pour répondre à vos questions, oui, c'est passionnant. Mais c'est important d'être au contact, en fait, en permanence, dans la rue, avec les vrais gens, vous savez, cette expression qui ne veut rien dire, mais qui est réelle, avec, en fait, les parents, les professeurs, les attachés, les élèves, voilà, pour être au quotidien et pour pouvoir justement rapporter au plus haut. C'est ce que vous ressentez? Oui, et je pense que nous sommes particulièrement entendus sur ce point. C'est vrai que, voilà, je ne vous cache pas que, voilà, moins d'1h30, j'étais dans mon lycée. Donc, voilà. Et vous y retournez après ou pas? Là, je vais travailler à distance. Il est un peu tard. Vu les délais de transport, tout à fait. Merci beaucoup, Olivier Beaufrère, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc proviseur au lycée Joseph Talma à Brunoy, dans le 91. On salue tous vos élèves et tous les profs, tous ceux qui travaillent avec vous. Et vous êtes également secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Vous revenez quand vous voulez. Et merci pour votre accueil. Restez avec nous juste après la pub. On vous parlera de Télémac, une association qui vient en aide aux jeunes de milieux modestes grâce à un système de double mentorat. C'est passionnant. Son président ainsi qu'un jeune et son mentor seront avec nous en plateau. À tout de suite. Et pour en parler, j'accueille Bernard Guénier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Télémac. J'accueille également Eman Lawani. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Je suis contente de vous avoir en plateau. Ça me fait du bien d'avoir la jeunesse. Enfin. Enfin. Pardon, hein, mais quand même. Enfin, des élèves sur le plateau. Tu es un filleul donc, de Télémac. Tu permets que je te tutoie? Oui. Merci. Tu es en 4e au collège François Villon dans le 14e à Paris. Oui. Et puis, tu es venu donc, avec ton mentor Grégoire Belz. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez AstraZeneca. Nous n'allons pas parler de vaccins. Promis. On va parler mentoring. C'est bien plus intéressant, vous allez voir. Alors, on va justement expliquer le lien que vous avez tous les trois dans un instant. Mais ma première question, bien sûr, s'adresse à vous, Bernard Guénier. Est-ce que vous pouvez me présenter le principe de Télémac? Le principe de Télémac, c'est en fait permettre à un jeune d'être accompagné pendant plusieurs années, de la 4e, 3e, jusqu'au bac, avec un double mentorat. Une entreprise qui met à disposition des collaborateurs et qui sont engagés pour aider ces jeunes à découvrir le monde autrement, à avoir des sorties culturelles, de faire beaucoup de choses ensemble, de parler de leur orientation. Et en plus, d'avoir un mentorat au sein de l'éducation nationale qui permet d'avoir un double regard sur l'évolution des jeunes, leur permettre de faire plein de choses que peut-être ils ne font pas suffisamment là d'où ils viennent, on va dire. Et alors, comment on devient justement filleul ou mentor? On devient filleul ou mentor d'abord parce qu'on a probablement une entreprise qui s'est engagée,
puisqu'on a 200 entreprises qui soutiennent Télémac, et on a aussi 200 collèges ou lycées qui nous soutiennent avec l'éducation nationale, mais ces entreprises, eh bien, elles proposent à leurs collaborateurs, parce que c'est important, et je pense qu'on le verra tout à l'heure, de découvrir ces jeunes et d'apprendre en fait en tant que mentor. Donc c'est à la fois, c'est un échange. Le mentoré, le filleul reçoit beaucoup du mentor, mais le mentor apprend beaucoup des jeunes en fait. Voilà. Alors justement, Eman, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est de ton choix? Est-ce que tu as voulu tout d'un coup t'intéresser un peu au monde de l'entreprise? Comment ça s'est passé, cette opération mentor-filleul? J'ai été choisie vers la fin de mon année de 6e Oui. et j'ai commencé le programme Télémac au début de 5e. Tu as été choisie parce que tu étais volontaire, parce que tu voulais en fait te retrouver dans ce duo, en fait, ce trio, parce que c'est un double mentorat. D'abord, j'ai été choisie et ensuite, on m'a demandé mon accord et du coup, j'ai accepté. Du coup, tu as accepté. Formidable. Alors, ton mentor, justement, c'est Grégoire Belz. Vous êtes là avec nous. Vous travaillez chez AstraZeneca. Comment ça s'est passé pour vous? C'est le même système, donc système justement de mentor. Vous aviez envie de vous engager auprès des jeunes? Oui, complètement. Alors, de manière très simple, mon entreprise a proposé de faire partie du programme de mentorat. Et je pense que c'était une opportunité unique d'accompagner un jeune, de l'aider dans son cheminement, de passer du temps ensemble, de discuter de plein de sujets. Et donc, j'ai fait partie on va dire, des personnes qui se sont inscrites. Puis, on m'a donné Eyman et donc je suis ravi de l'accompagner. Alors justement, le rôle, vous pouvez préciser, quel est-il? Parce que un rôle on imagine par exemple un enfant de 4e ou 5e, je ne sais pas, qui veut devenir chef cuisinier et qui rencontre un cuisinier, on imagine assez aisément le lien. Est-ce que par exemple toi, Eyman, tu t'intéresses en particulier au laboratoire pharmaceutique? Non. Non, pas du tout. Donc justement, quel est votre rôle, Grégoire? Parce que qu'est-ce que vous donnez en fait comme cartouche, si je puis dire, pour pouvoir grandir intelligemment et avoir un vrai parcours Alors de vie? effectivement, il n'y a pas forcément un lien professionnel, puisque de toute manière, Eyman est aussi dans un moment où il se construit. Donc il est aussi là pour apprendre, discuter de plein de sujets. Je pense qu'il y a effectivement un objectif d'accompagnement dans sa voie professionnelle. Moi, je suis responsable du recrutement chez AstraZeneca, donc je vois un certain nombre de métiers. avez l'œil. Je peux l'aider, en tout cas, par rapport à ça. Mais c'est aussi de discuter de plein de sujets sur quel est pour lui le meilleur parcours à suivre en fonction de ses envies, discuter d'ouverture à la culture. En fait, c'est très large finalement le mentorat et c'est pour ça, c'est ce que disait Bernard, c'est à la fois pour nous, je pense, pour lui un enrichissement, mais c'est aussi vraiment partagé. On apprend aussi beaucoup de choses et j'apprends des choses à son contact. Comment ça s'est passé la rencontre, Eyman? Quelle était ta première question, tu t'en souviens ou pas? Ma première question, je pense, ça a été quel était son métier? Oui, ça c'est la vraie bonne question. Et puis son prénom. Non, je plaisante, mais effectivement son métier, oui. Mais je veux dire, comment ça s'est passé dès le début, toi? Tu appréhendais un peu cette rencontre-là ou tu y allais avec plein de questions en tête en te disant je vais juste rencontrer quelqu'un, un métier, un univers que je connais pas? Oui, j'y suis allée avec plein de questions en tête. Notre première sortie, ça a été à Montmartre. Et on a fait connaissance et on a appris à se connaître, du coup. Pas mal le coup de Montmartre, c'est chouette, ça. C'est vous qui avez décidé ça? Oui, on a discuté ensemble. C'est vrai qu'au début, on a discuté plutôt par message, WhatsApp, et puis aussi on s'était rencontrés une fois via un Zoom. Mm-hmm. Mais je pense qu'il fallait vraiment le contact physique, et donc on a décidé d'aller se balader dans Paris, de passer un moment ensemble, de déjeuner ensemble, et puis de connaître aussi Paris. C'était des endroits où tu n'étais pas forcément allé, et ça t'a donné aussi envie d'en connaître davantage. Et c'était très intéressant. Et donc, tu as déjà des idées sur ce qui t'intéresse de manière assez large ou peut-être même carrément un métier dont tu as envie? Oui, c'est moi. C'est vrai? Oui. Raconte-nous. Je veux devenir ingénieur en informatique. Ah oui, dis donc, ça y est, tu sais déjà ce que tu veux faire. Parce que depuis toujours, tu veux faire ça? Enfin, depuis toujours. Depuis quelques années déjà? Il y a quelques années, je voulais devenir styliste. Ensuite, j'ai voulu devenir PDG d'entreprise, mais bon, je sais pas trop. Ouais. Et maintenant, je veux devenir ingénieur en informatique. Et pour créer quoi? Pour créer des logiciels? Pour faire des jeux vidéo? Créer des applications, des logiciels, des sites. Et avec ma mère, Qui s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle Mouniratou. Ah ben voilà, on la salue. Et du coup, je me suis déjà entraînée un peu à créer des sites, etc. Du coup, c'est comme ça que l'envie m'est venue. Ah oui, mais attends, t'es tout jeune, t'as créé des sites à quel âge? Le premier site, c'était quoi?
C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'était à 11 ans ou 12 ans. Ouais. J'ai 13 ans. Donc, j'ai installé les applications, j'ai commencé à apprendre. Et voilà. Des applications de quoi? Sur quoi? Sur Apple Store. Oui, mais qui servent à quoi? À créer des sites. C'est une application qui te permet de créer des sites? Oui. Ah, génial. En fait, il faudrait que je m'intéresse à ton application. Il va falloir que tu la mentors, en fait. Oui, exactement. Non, mais franchement, oui, parce que moi, je suis complètement nulle là-dessus. Exactement. Et donc, vous, votre rôle, vos discussions, elles ont été tout de suite là-dessus, Grégoire, sur aussi l'accompagnement dans l'ingénierie informatique ou c'est sur quoi? Sur la vie au quotidien? C'est quoi exactement? Pas forcément, c'est plutôt des discussions assez larges, on va dire. On en a parlé. Mais par exemple, quand Eman me parle de ça, bon, moi je lui dis, tiens, c'est très important que tu aies un bon niveau d'anglais, parce que c'est ça qui va te permettre aussi derrière d'avancer sur tes projets. Donc c'est comment Ayman va avoir un bon niveau d'anglais. Donc par exemple, là en ce moment, on réfléchit à son projet découverte, qui est un projet qu'il doit faire en 4e, qui est un projet d'1 semaine. Donc là, on est en train de voir pour qu'il fasse un projet immersif. Dans une entreprise? Non, en cours d'anglais intensif. Oui, donc ça peut être un des exemples. Tu t'es abonné à MyWeekly grâce à Télémac, donc qui permet aussi de financer, par exemple, un abonnement aussi à un quotidien qui s'appelle L'Actu. Donc, pour t'ouvrir sur plein de choses. Nous, nos discussions, c'est assez large. On va au cinéma et on discute ensuite du film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Plutôt des films historiques. Donc, c'est ça. C'est vraiment, on va dire, élargir un peu le champ des possibles, lui donner confiance pour qu'il puisse choisir sa voie. J'ai l'impression, en les écoutant, Bernard, que finalement, ça date d'il y a assez longtemps. Vous auriez aimé avoir cette relation-là, vous, quand vous étiez plus jeune, avec quelqu'un qui vous explique un peu... Moi, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des mentors. À toutes les étapes de la vie, en réalité, on en a tous, en fait. Et donc, je pense que pour ces jeunes, c'est très important parce que le système éducatif est ce qu'il est. Il n'a pas le temps forcément de s'occuper individuellement des enfants, de leur devenir, de ce qu'ils veulent être. Ils ne le savent d'ailleurs pas toujours. Eman sait, en tout cas, il pense savoir, mais c'est important de les accompagner. Donc, je pense que Télémac, c'est exigeant parce que c'est à la fois un accompagnement, j'insiste, de l'éducation nationale avec des mentors à l'intérieur. Justement, on va en parler après. Et aussi des mentors de l'entreprise. Donc, c'est une ouverture, c'est faire découvrir l'entreprise, c'est donner accès aussi parce que lorsqu'il faut faire un stage de 3e, c'est pas mal d'avoir un mentor chez AstraZeneca, parce que c'est peut-être pas chez AstraZeneca qui fera un stage, mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui va... c'est le réseau dont vous parlez. Voilà, c'est le réseau, l'accès, ce que j'appelle l'accès. C'est très important. Et pour ces jeunes-là, je pense que particulièrement méritant, parce que c'est important pour nous aussi. C'est valable pour tous les jeunes, vous êtes ouverts à tous, oui, rassurez-moi. Bien sûr, mais on veut un engagement. C'est à la fois un engagement du mentor, mais aussi l'engagement du mentoré, du filleul, de sa famille. C'est très important parce qu'il ne s'agit pas que... les familles ou le jeune considèrent que c'est un dû. Il faut que c'est un vrai échange, un vrai engagement. Et ça compte beaucoup pour nous. C'est le modèle de Télémac qui a été créé il y a plus de 15 ans. Et ça marche. On a 1300 jeunes aujourd'hui. On va aller plus loin. On a la confiance, je dirais, des pouvoirs publics sur un certain nombre de grands sujets du mentorat. Et je pense que ce modèle-là, il a une puissance forte. C'est très inspirant. Voilà, c'est très inspirant. Ça apprend beaucoup à tout le monde. Moi, j'ai un jeune que je suis aussi. Et, qui est aujourd'hui à quel âge? Qui a 14-15 ans. Il sait ce qu'il veut faire aussi? Lui, c'est aussi l'informatique. Il est beaucoup sur les maths, un peu moins sur le français. Et donc hier soir, par exemple, moi, je l'ai amené voir la compétition de judo, le Grand Slam à Bercy, parce que j'avais un accès à la Fédération française de judo. On était dans les tribunes, à côté de la mise, pas très loin. Et hier soir, j'ai mangé le couscous dans la famille, hier soir, dimanche soir, parce que c'était sympa. Vous auriez pu m'inviter quand même, moi j'adore ça, le couscous. Donc voilà, ça apporte énormément. Moi, je pense que pour les être mentor... c'est fantastique, formidable. Alors justement, vous parliez de double mentorat, c'est très important parce qu'il y a le mentorat de l'entreprise et puis humain, tout simplement. Il y a le mentorat aussi donc via l'éducation nationale, c'est ça? Oui. Alors quel est-il exactement? C'est un professeur? C'est un professeur qui s'engage lui aussi à suivre ces jeunes et à avoir ce dialogue qui n'est pas toujours facile. En ce moment, c'est un peu compliqué. Depuis 2 ans, ça n'a pas été facile pour Télémac d'organiser tout ça, mais on a tenu, on a fait des choses en digital. Et l'idée, c'est qu'il y a un échange, en fait, avec le prof qui m'entend le jeune, avec le mentor, et qu'on puisse suivre le jeune
avec ce double regard Mais au-delà de concrètement, l'éducation nationale. il va t'aider, Eman, par exemple, le professeur en question, à faire des choix par rapport à la réforme du bac, qui n'est pas pour tout de suite maintenant pour toi, mais bientôt quand même, avec les spécialités à choisir, par exemple, de matières qui seront précises pour toi. Par exemple, en troisième, j'ai aussi un stage. Oui. Par exemple, il commence à m'aider un peu dessus. Si j'ai des difficultés dans certaines matières, il peut aussi m'aider à propos de ça. Il va t'aider, c'est-à-dire en t'aidant au quotidien, à refaire, par exemple, des devoirs avec toi, à t'expliquer comment il t'aide. Des cours de soutien. Oui, des cours de Par soutien. exemple, dans mon collège, il y a des cours de soutien, devoirs faits, et du coup, Non, mais il va orienter. En fait, il va être à l'écoute de l'élève et du mentor pour trouver la meilleure solution. Il ne va pas forcément faire lui-même, mais il va aider à trouver les bonnes solutions, le bon stage, faire que l'élève se retrouve bien dans le dispositif, dans le système. Et comment ont accueilli tes parents cette proposition? Quelle a été la réaction de ton père ou de ta maman? Ma mère, elle a su en première parce qu'elle a été contactée. Et elle m'a demandé mon avis, mais on était tous très contents. Et après, j'ai prévenu mon père et il était très heureux aussi, du coup. Ah oui, tu lui as pas laissé le choix. je vois que c'est bien, tu as une bonne vision d'ingénieur, c'est bon. C'est vrai que président de ta réseau d'entreprise, c'est pour bientôt pour toi. On voit qu'à la majorité, ça va venir. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Qui ont quel âge? 8 ans tous les deux. Ils ont 8 ans tous les deux. Et tu leur en as parlé justement du mentorat? Oui, et du coup, ils veulent aussi faire pareil plus tard. Ouais. On y choisit, c'est pas nous qui choisissons de faire. Comment s'opère ce choix? Alors clairement. C'est surtout l'envie, au-delà des résultats qui sont un élément. Mais attendez, il y a un rapport de poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'en fait, on est choisi, mais en fait, c'est l'envie. Mais comment l'envie peut être manifestée si jamais ils ne sont pas choisis? Justement, à quel moment ça se passe? C'est l'éducation nationale qui aide à mettre en avant ces jeunes qui ont quelque chose de cette motivation plus forte que les autres de s'engager. On leur propose le programme et c'est eux aussi qui sont candidats aussi. Hein. C'est pas que il est choisi, ils sont candidats, mais dans un certain nombre de candidats, il y a une sélection qui s'opère, il faut le dire. Hein. Donc, mais à la base, ce sont ces professeurs qui vous ont rapporté le fait qu'il était un élève motivé, curieux, qui avait envie d'entreprendre. C'est les professeurs qui décident sur une ou deux classes, 3 classes dans un lycée, dans un collège, et qui, surtout au départ au collège, et qui dit, bon voilà, moi je veux m'engager, il y a une classe ou deux, et à l'intérieur, on propose ça aux jeunes dans la classe, et en ce moment-là, certains se manifestent ou pas. Ça n'intéresse pas tout le monde. Il faut que la famille soutienne. Et à ce moment-là, parmi les différents candidats, il peut y avoir effectivement un peu une sélection. Merci. Et dernière petite chose, après les 18 ans, enfin en tout cas après la terminale, vous restez en contact, rassurez-moi. Bien évidemment. Voir la suite. Pour ceux qui nous regardent, pour rejoindre Télémac, site internet, il y en a un? Bien sûr, il y a Télémac. Alors c'est quoi? C'est www.télémac. Moi j'ai noté télémac.org. Est-ce que c'est bon? C'est .org. J'avais un doute, mais c'est .org. Ouais, c'est ça. Vous allez réviser vos fiches. Hein. Ah, il fallait que je révise mes fiches. Eman, sur org, j'avais. Dis donc. Ah bah oui. Faut que tu sois le mentor de ton président. Hein. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été avec nous. Et Emmanuel Lawani, merci 1000 fois. Merci à ta maman d'avoir fait en sorte que tu sois avec nous aujourd'hui. Bernard Guénier, merci beaucoup. Vous êtes président de Télémac, ainsi que Grégoire Belz. Vous travaillez chez AstraZeneca. Merci d'avoir été avec nous. À très vite. Tout de suite, comme chaque lundi, eh bien, c'est la chronique de Loïc Landreau. Avant, saviez-vous que les femmes prenaient des cours, oui, j'ai du mal à le dire parce que je ne me remets pas, prenaient des cours pour apprendre à devenir de bonnes épouses. Ouais. Et oui, de 1873 à 1984 en France, plusieurs milliers d'adolescentes ont été instruites dans des écoles ménagères, où elles apprenaient en résumé à être de bonnes épouses et à tenir un foyer. Elles y étudiaient évidemment les matières générales, mais aussi la cuisine, le ménage, le repassage, la couture, le jardinage, l'hygiène, la puériculture, le soin des malades ou encore l'économie domestique, c'est-à-dire savoir tenir les comptes et ne pas trop dépenser. Et c'est vrai qu'en 2022, ça paraît carrément old school, même révoltant, surtout à la lumière des récents combats totalement nécessaires et fondés pour une plus grande égalité au quotidien. Mais une question s'impose néanmoins. Doit-on vraiment crier au scandale et à une énième illustration de la toute-puissance du patriarcat? Voici ma réponse mesurée et raisonnable, oui et non. Oui, parce qu'il est vrai,
admis et évident que depuis l'Antiquité, toutes les civilisations ou presque ont relégué les femmes au rang de simples génitrices qui devaient s'occuper des enfants et des travaux relous dans la maison. Oui également, parce que certaines adolescentes étaient envoyées dans ces écoles ménagères contre leur gré, soit parce qu'elles étaient jugées indisciplinées ou frondeuses par leurs parents, soit pour les rendre plus facilement mariables, à une époque où le système de dot était monnaie courante. Et oui, enfin, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de débordements en termes de brimades, de privations et même de harcèlement sexuel de la part de directeurs masculins, donc c'était clairement pas la panacée. Mais c'est là, les amis, que vient le nom. Et pour bien comprendre, on va se téléporter mentalement à l'époque où ces écoles ont été créées. Nous sommes au premier quart du 19e siècle et chacun joue un rôle bien précis dans la société. Même si beaucoup de femmes travaillent, elles sont encouragées à rester les garantes de la prospérité familiale, donc de la prospérité du pays, là où les hommes sont considérés comme les forces vives de la nation, envoyés faire la guerre dans toute l'Europe et mobilisés jusqu'à 15 heures par jour dans les mines et les usines. Mais pour qu'ils continuent de travailler dur et qu'ils créent de la richesse sans se plaindre, l'idée du foyer accueillant se diffuse dans toutes les strates de la société. En rentrant chez eux, il faut que les hommes trouvent un bon repas, des habits propres, une maison qui sent bon la fleur de tiare et l'hibiscus avec des petits oiseaux qui chantent quand ils passent le pas de la porte pour repartir plein d'énergie et de force le lendemain. Si c'était si simple, ça se saurait, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses dans ce temps-là, ne jugeons pas. D'autant que parallèlement, les femmes sont confrontées à un autre problème de taille, le taux de mortalité très élevé de leur mari. Beaucoup d'entre elles sont très peu rémunérées et se retrouvent vite démunies lorsqu'elles deviennent veuves avec enfants. La pauvreté est donc immense dans les classes populaires et les solutions manquent vraiment pour endiguer le phénomène. C'est donc dans ce contexte-là qu'à partir des années 1830 s'amorce un double mouvement. D'abord, une sorte de théorisation et de valorisation de la femme au foyer maîtresse de maison par différentes autrices et éducatrices. Et de l'autre, à partir de 1862, le développement d'écoles professionnelles destinées à toutes les adolescentes sans exception pour poursuivre leur instruction et leur apprendre un métier pour subvenir toutes seules à leurs besoins. Et c'est en 1873, à Reims, comme une double réponse à ce double mouvement, que la toute première école ménagère voit le jour en France. Elle est initiée par Amélie Doublier, une femme de la haute société très marquée par la misère qui frappe les milieux ouvriers. Elle se donne alors pour objectif de former toutes les adolescentes à partir de 13 ans à un futur métier, mais aussi de les préparer, dit-elle, aux écueils de la vie. 3 années d'études payantes, des bourses prévues pour les parents les plus pauvres, mais aussi, c'est vrai, certains cours sur la façon dont contenter son époux, anticiper ses moindres désirs ou bien le distraire en ayant une conversation intéressante. Le temps passe et les écoles ménagères se déploient partout en France, en Europe et même aux États-Unis, en Russie et en Australie. Elles connaissent ensuite un boom spectaculaire dans les années 1940-1950, là encore en lien avec le contexte politico-social. La guerre est passée par là et il faut reconstruire le pays, donc les hommes doivent se remettre à travailler et les femmes rester au foyer pour repeupler la nation. Cet essor s'essouffle dans les années 1960, d'abord parce que la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 16 ans, ce qui rend l'entrée dans ces écoles moins justifiée, et puis ensuite, grâce à la révolution culturelle naissante et un meilleur accès des femmes au monde du travail. C'est finalement en 1984 que les écoles ménagères disparaîtront officiellement, laissant malheureusement beaucoup de souvenirs très amers, c'est vrai. Quant à la suite de l'incroyable et passionnante histoire de l'éducation en France, ça continue la semaine prochaine. À très vite, ciao. Heureusement que la société progresse. Nouvelle semaine, nouvelle invitée dans Souvenirs d'écoliers. Aujourd'hui, c'est l'acteur Olivier Sitruk qui a répondu aux questions de Malika Ménard. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, avec moi, Olivier Sitruk. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédien. C'est ça. Et vous êtes déjà retourné sur les planches. Oui, je fais beaucoup de théâtre en ce moment. Je retrouve justement un peu mes racines, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier. Donc voilà, oui, je suis au théâtre avec L'importance d'être constant d'Oscar Wilde, qui est mis en scène par Arnaud Denis. On a joué au théâtre à Paris à Hébertot, et là on est en tournée. Et dans ensuite, dans presque toute la France. Et ensuite, je suis au théâtre d'Antibes, mis en scène par Daniel Benoît avec Samy Bouagila et Alice Paul dans une pièce qui s'appelle Disgrace, une pièce américaine sur... Et ça, c'est quand ?
Ça, c'est au mois de mai. Voilà. Ok. Et je devrais reprendre l'importance d'être constant en septembre à Héberto. Et puis voilà, après Et entre-temps, il y a peut-être... Entre-temps, je suis le méchant dans Balthazar sur cette saison-là. Voilà. Et peut-être, et aussi peut-être la suite de la comédie culte. La suite de 4 garçons pleins d'avenir qu'on devrait essayer de faire en novembre, tout à fait, avec Patrick Sébastien et Thierry Lhermitte qui ont re-signé. Les 4 garçons, puisque c'est 4 garçons, en gros, c'est il y a 25 ans, ils étaient pleins d'avenir. Sauf qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas vraiment de MeToo et de choses comme ça, et ils étaient un peu lourds. Voilà. D'ailleurs, on s'appelait les relous sur le film. Donc c'est un peu une confrontation de génération, quoi. Voilà. Donc ça fait beaucoup de projets. Ouais, pour l'année, ça va. Mais là, on va remonter un petit peu le temps. Ouais. On va revenir dans votre enfance, votre scolarité. Quel élève étiez-vous ? J'étais un élève plutôt moyen, mais assez sérieux. Moi, j'ai des frères et sœurs. Sérieux dans le moyen. Oui, non, mais je veux dire que j'ai pas trop enfin, par exemple, comme j'ai des enfants, par exemple, j'ai pas eu énormément d'heures de colle. Okay. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça. On mesurait à peu près à ça. Donc c'est pour ça que je dis sérieux. Parce que j'avais pas trop d'heures de colle, mais j'étais pas. J'étais moyen, quoi. Pas un cancre. 14 de moyenne. C'est pas moyen, 14. 13-14 de moyenne, c'était Bah non, c'est des mentions avec 13 et 14. Ah bon? Ouais, non, mais il n'y a pas de mention au collège. Bah oui, mais après, ça permet de. Après, au lycée, j'ai commencé à faire le conservatoire, j'étais à Nice. Vous êtes exigeant alors? Non, mais 13-14, c'est pas bah, ça la va. folie. Oui, ça va, mais... Quand même. Pour 6e, 5e, c'est pas non plus fou. Pourquoi après, ça s'est gâté? Après, ça s'est gâté un peu en seconde, mais c'est normal, je pense que ça doit se gâter pour à peu près tout le monde. On a 15 ans, on pense à autre chose qu'aller à l'école. Et puis, on pense aux filles, on pense à écouter de la musique, moi, je sais pas, ou aux garçons, je sais pas. Mais en tout cas, on pense à autre chose. On pense surtout que nos parents nous emmerdent vraiment. Et donc, oui, non, c'est un peu l'opposition. Donc, c'est plutôt une année compliquée, je trouve, la seconde. Et après, moi, j'étais au conservatoire à Nice d'art dramatique. Et donc, j'étais interne dans un lycée. Et ma première terminale s'est plutôt pas mal passée. Voilà, j'ai eu mon bac. Donc, un élève... Moyen, discret. moyen perturbant aussi, perturbateur moyen. Un peu quand même, alors. Ouais, un tout petit peu. Mais pas bavard. J'ai pas souvenir de bavardage, mais je crois qu'on a tous eu bavardage dans le cahier. Hein. Mais c'était quoi alors les perturbations? Par exemple, mon heure de colle, j'avais fait. C'était l'époque où il y avait Greystoke, mais vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ce film, mais qui était un film très très marquant à l'époque. Et c'était Christophe Lambert qui jouait un singe, enfin qui jouait pas du tout un singe, une espèce de Tarzan. D'accord. Qui vit au milieu des gorilles. Et voilà, et donc en fait, je m'amusais à refaire le gorille, quoi. Et donc en fait, je crois que le prof n'était pas encore arrivé, mais bon, voilà, j'ai fait le singe sur le bureau. Ah oui, mais si c'était en l'attendant, ça va. Oui, enfin, sauf qu'il était rentré dans la classe au moment où je faisais le singe sur le bureau et tout ça. Ça, c'est une fois alors. Une fois, voilà. Après, je n'ai pas le souvenir de faire trop de grosses conneries. Donc vos parents, ils étaient plutôt contents de vous? Je crois. Non, mais c'est vrai. La question. Non, mais je sais pas. Non, oui, je crois parce que en fait, franchement, j'ai jamais redoublé. Enfin, puisque c'est ça les grosses angoisses des parents. Hein. Donc voilà, j'ai jamais redoublé. J'ai jamais. Je sais pas. Je crois. Ils mettaient pas de pression particulière sur les notes? Non, mais je suis le cadet. Alors donc c'est toujours l'aîné qui prend normalement. Et donc ma sœur aînée, je pense, elle a plus pris que moi. Ouais, puis 4 enfants, c'est forcément un tout petit peu plus le bordel au niveau des devoirs. Donc il faut se démerder. J'aimais beaucoup lire en fait. Je lisais beaucoup. Je vivais avec ma grand-mère. On vivait avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère, je lui lisais aussi beaucoup de livres et tout ça. Donc j'imagine que ça donne une espèce d'ouverture. Je crois que c'est plus compliqué aujourd'hui. Évidemment, avec un téléphone, une tablette, c'est plus compliqué de lire. Moi, j'avais pas grand-chose, j'habitais à la campagne, et puis donc voilà, le jardin ou des bouquins. C'est la fin de ce numéro, on se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Olivier Citruc. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Certains l'ont adapté. Typiquement, je crois que c'est à Poitiers, où c'est sur. Alors, quand c'est l'âge le permet, bien évidemment, c'est un buffet qui est mis en place où les enfants, du coup, ceux qui ont déjà petit déjeuner, n'y vont pas spontanément, ils vont jouer dans la cour. Et puis ceux qui y vont, ont besoin d'y aller, ils vont et du coup se servent à hauteur de ce qu'ils peuvent avoir.
Bien évidemment, On a beaucoup lu ça, effectivement, la solution du buffet. Ça peut être la solution quand plus que la... c'est possible. En petite section de maternelle, on voit que c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même s'asseoir, etc. Mais quand c'est possible, encore une fois, là, ce qu'on voit, c'est que le dispositif est largement plébiscité. Maintenant, il faut qu'il soit assez souple pour que chaque commune, chaque intercommunalité puisse se l'approprier. On le voit notamment, moi j'ai échangé hier avec Jean-Baptiste Moreau, qui est député dans la Creuse, et qui expliquait que sur son territoire, c'est le dispositif des petites villes de demain qui est venu renforcer le déploiement de ce dispositif. Parce qu'on peut bien comprendre que pour des villes de moins de 20 000 habitants, c'est quand même un coût non négligeable, une organisation, et puis une organisation extrêmement lourde. Donc là, ils se sont servis de ce dispositif-là pour venir centraliser la mise en œuvre et du coup, le déployer largement. Oui, la théorie de Darwin est enseignée dès l'école primaire, puis au collège en cours de SVT. Alors, est-ce que vous savez depuis quand est-ce qu'on enseigne cette théorie ? Non. Eh bien, la première fois, c'était en 1925, pas en France, mais aux États-Unis. Un jeune professeur de sciences naturelles, John Thomas Scopes, décide d'enseigner à ses élèves une leçon portant sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Malgré le Butler Act, c'est une loi de l'État du Tennessee qui interdit à tout enseignant d'institution publique d'enseigner une théorie qui nie l'histoire de la création divine de l'homme et qui prétend que l'homme descend d'un ordre inférieur d'animaux. Donc après ça... Il a eu quelques ennuis alors s'il y avait une loi. Exactement, il a eu quelques ennuis. Le professeur est cité à comparaître. Il y a eu un procès qui oppose donc les créationnistes. Ce sont ceux qui pensent que la création de l'homme est d'origine divine et les évolutionnistes qui affirment que les hommes descendent des primates. Donc ça a été un procès très très médiatisé qu'on a appelé le procès du singe. Donc le 21 juillet 1925, Scopes est déclaré coupable et condamné à une amende de $100. Mais l'appel auprès de la Cour suprême du Tennessee va annuler l'amende parce que la sentence avait été décidée par le juge et non par le jury. Le Butler Act demeure quand même actif jusqu'à son annulation le 18 mai 1967. Barbara, c'est aussi une hypothèse que vous avez envisagée en imaginant encore une fois cette vie en micro-société dans les biopodes ? Oui, complètement. Je pense que la passation d'une génération à l'autre, c'est un vrai est fondamental si on veut pouvoir continuer et aller loin dans l'exploration d'avancer vers d'autres planètes et devenir cette espèce un peu interstellaire ou multiplanétaire. Je pense que je pensais, on parlait des exoplanètes et donc de cette vision que l'homme et en tout cas, alors Jean-Baptiste, j'ai pas encore lu ton livre, j'ai hâte de le lire, mais de partir sur d'autres planètes, d'aller s'installer sur des planètes qui sont beaucoup plus habitables que le sont Vénus et Mars. Je trouverais, alors je lance un peu un appel comme ça pour les entrepreneurs, mais je pense qu'on arrive à un moment où il serait très intéressant de commencer à initier la réflexion sur un véhicule qui nous permettrait d'atteindre ces exoplanètes. Alors, il y a plein de développements technologiques à faire encore, mais je pense que c'est important d'aller encore plus loin que Mars et la Lune, et en tout cas de commencer à faire émerger ces idées-là pour permettre aux générations futures de travailler dessus, parce que je pense que si on n'arrive pas à transmettre, au final, il va se passer un petit peu la même chose qui s'est passé sur la Lune. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas retourné, et je trouverais ça dommage que tout ce qui est initié aujourd'hui, en fait, dans 50 ans disparaissent parce qu'on n'a pas su convaincre la nouvelle génération de continuer l'aventure. Au moins 3 élèves par classe, élèves par classe viennent à l'école le ventre vide, une journée sans petit déjeuner. Est-ce que c'est véritablement un handicap pour eux ? Ah mais bien sûr, parce que il faut savoir que le cerveau fonctionne, les cellules du cerveau en fait fonctionnent essentiellement avec des glucides. Et si on n'en a pas dès le matin, on a des problèmes de concentration. Donc c'est fondamental. Après, il est important, je pense aussi, d'avoir des protéines. Souvent, effectivement, il y a aussi cette inégalité qui fait que certains enfants dont les parents n'ont pas les moyens mangent des produits sucrés de mauvaise qualité. Et là, en fait, c'est même pire. Parce que le repas du matin régule la glycémie de la journée. Donc c'est-à-dire que si on apporte à un enfant des produits qui sont très sucrés dès le matin, en fait, il va avoir envie de sucrer toute la journée. Et du coup, en fait, ça conduit même à l'obésité, à des problèmes de diabète. Mais c'est pas un peu l'erreur justement qu'on fait en France ? On a cette culture du petit déjeuner bien sucré, sûr, mais qui vient des États-Unis, petit déjeuner continental. Qui vient des États-Unis parce qu'ils ont lancé, les États-Unis ont lancé un peu une mode anti-gras, tout ça, alors que finalement. Je m'y attendais pas. Je pensais que justement la tartine avec la confiture, c'était plutôt mieux ça. Non, c'est vraiment le pire. Et d'ailleurs, on donne aux enfants parfois au goûter du pain blanc avec de la confiture, et ça, c'est le drame. Je vous rappelle qu'on est traduit, on est diffusé aux États-unis. Vous allez vous faire des amis. C'est quoi la base
base d'un bon petit déjeuner? Alors, pour moi, un petit déjeuner, l'idéal, et c'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on fait en France, ça serait des protéines, donc un œuf à la coque ou un morceau de fromage, du pain complet, d'accord, et un fruit entier. Parce que dans le jus de fruits, on n'a plus les fibres, on n'a que le sucre. Et donc, si je comprends bien, un petit déjeuner avec une touche de salé. Bien sûr, c'est l'idéal. À l'anglaise, à l'anglo-saxonne, pour ne pas avoir de fringales dès 10h30. Exactement. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et éviter tout ce qui est céréales, barres de céréales, les petits biscuits petit-déj, tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui sont... Mais parce que les parents n'ont pas le temps ou pas les moyens. Quand on a 4 enfants, vous imaginez faire les œufs à la coque, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous passionner pour les questions d'éducation? Vous avez fait des études extrêmement brillantes, Sciences Po, l'ESSEC, Grande École de Commerce. C'est peut-être pour ça que vous parlez le langage du management couramment. Pourquoi vous vous intéressez à l'école? C'est une histoire familiale, je dirais. Je suis issue d'une famille voilà, de l'Est de la France qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études supérieures. Ils croyaient beaucoup en l'école, donc je suis une enfant de l'école publique. J'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle les grandes écoles. Et en même temps, j'ai été frappée de voir la reproduction des inégalités sur les bancs de ces grandes écoles. C'est-à-dire d'être une exception issue du milieu dont vous venez, parmi vos camarades dans les années qui ont suivi, c'est ça? Exactement. Et c'est exactement ce que dit Jean-Paul Delahaye. Je ne peux pas me satisfaire d'être une exception consolante. C'est-à-dire que je n'accepte pas de me dire que je fais partie des quelques pourcents qui font qu'on se dit « Ah bah si, vous regardez, c'est possible ». Bah oui, mais non, en fait. Une fois qu'on arrive sur une planète qui est jugée comme viable, comme habitable justement par l'espèce humaine, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on recompose une société? Comment est-ce qu'on recompose les fondements d'une économie, Jean-Baptiste? Alors ça, c'est un sujet qui très souvent est escamoté, encore une fois, dans la science-fiction, mais qui est fondamental. C'est combien de personnes sont nécessaires au minimum pour qu'une colonie soit viable. Et en fait, la réponse, elle dépend énormément du niveau technologique qu'on veut avoir. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais pour avoir la technologie dont on bénéficie, il y a une infrastructure incroyable, une chaîne logistique dans le monde entier. Et si on voulait reconstituer ça, il faudrait des millions de personnes, ce qui est impossible à aller sur notre planète. Donc comment est-ce qu'on garde cette tension de dire on aimerait avoir une technologie la plus avancée possible, mais avec un très petit groupe d'humains où la spécialisation est très limitée, comment faire? C'est la fin du grand JT d'éducation. Merci à Mickaël Dorian, merci à Emma Guessel, ainsi qu'à Romain Luc à la réal et à Alex Larochelle au son. On se retrouve bien entendu demain et aussi sur schooltv.com. Ciao.